Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire de ce soir. Je vous présente Dr. Jean Roy, hématologue, qui sera notre présentateur pour ce soir, accompagné de Danny Wade, qui est un patient qui a lui-même reçu une allogreffe et qui sera là pour la période de questions ce soir pour m'aider à la coordonner, mais aussi donner un petit peu son expérience sur le sujet. Donc, je vais juste prendre quelques instants pour vous partager quelques petites instructions pour ce soir. Donnez-moi quelques instants. Parfait. Vous voyez bien mon écran? Excellent. Donc, le webinaire de ce soir, l'allogreffe et la réaction du greffon contre l'autre avec les deux personnes que je vous ai nommées il y a quelques petites secondes. Je vais prendre le temps de remercier nos partenaires sans qui ce ne serait pas possible de faire du matériel éducatif pour les patients en myélome. Donc, merci à AbbVie, Amgen, Apotex, Binding Site, BMS, Forus, GSK, Janssen, Merck, Pfizer, Sanofi et Takeda, pour ne nommer que ceux-là. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour ce soir, pardon? Donc, en format Zoom webinaire, vous allez voir que vous voyez les présentateurs, mais on ne voit pas les participants et ce n'est pas possible pour nous d'interagir avec vous, avec votre son, le son de votre appareil. Donc, si vous vous connectez, que ce soit avec votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur, vous allez voir une barre de menu. Parfois, sur votre cellulaire, il faut donner un petit coup sur le côté pour passer à une deuxième fenêtre pour accéder à la barre de menu. Et vous allez voir non seulement le nombre de participants de ce soir, qui va probablement s'incrémenter avec le temps, mais vous allez avoir accès au petit bouton Q&R, qui est questions-réponses. Et c'est ce qu'on va utiliser pour ce soir afin d'interagir avec vous. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, je vous propose de les inscrire au fur et à mesure pour ne pas les oublier. Puis à ce moment-là, soit qu'on peut les adresser sur le moment si c'est opportun, sinon on va garder ces questions-là pour la fin et les adresser à Dr. Roy. Il y a un petit outil pour lever la main, des choses que vous êtes probablement habitués également. La session de ce soir est enregistrée, donc vous pourrez la visionner à nouveau s'il y a de l'information que vous voulez revoir. Donc, si vous allez sur le site de Myélome Canada à myélome.ca, vous allez arriver sur cette page-ci et à l'onglet Ressources, vous allez voir, j'ai encerclé ici Vidéo éducative. Donc, si vous pesez, ça va vous amener directement à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également aller directement sur YouTube et faire une recherche pour Myélome Canada. Et si vous voyez la petite fleur rouge, vous êtes au bon endroit. Et vous pouvez vous promener dans les onglets vidéo et playlist. À ce moment-là, vous avez une multitude de webinaires qui ont déjà été enregistrés sur différents sujets, tous reliés au myélome, bien sûr, que ce soit la gestion des effets secondaires, vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Et on a aussi des infos vidéo, des témoignages de patients, donc vraiment beaucoup d'informations à aller visionner. Gênez-vous pas pour y aller. Et le petit nuage que j'ai encerclé, en fait, si vous pesez sur s'abonner, donc, à chaque fois qu'on va mettre du nouveau matériel sur la page YouTube, vous allez être notifié par courriel. Donc, c'est très intéressant pour ça. Donc, je vais arrêter le partage. J'ai demandé à Dr. Roy de prendre la parole. Bonsoir, Dr. Roy. Juste réactiver votre son. Oui, bonsoir. Alors, je vais tenter de retrouver ma présentation. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, c'est excellent. Merveilleux. Les dieux sont avec moi. Les dieux de l'informatique sont avec moi. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de prendre quelques minutes pour parler
de maladie du greffon contre l'autre et les informations qui sont contenues dans ma présentation sont en fait un cours que je donne également à l'Université de Montréal pour les étudiants qui sont inscrits dans le programme de sciences biomédicales. Évidemment, j'ai tenté de le raccourcir également et de le synthétiser pour que les choses soient les plus claires et les plus simples possibles. Pour les questions, ne vous gênez pas de les envoyer. Whether they are in English or in French, it doesn't matter. Alors, les objectifs de ce soir sont de faire un survol de l'allogreffe. Évidemment, je n'entrerai pas dans les détails de toutes les maladies qui peuvent être allogreffées, puisque on pourrait y passer plusieurs heures, pour plutôt mettre l'emphase sur les présentations cliniques et les causes de la GVH ou maladie du greffon contre l'autre, aiguë ou chronique, avec les traitements qui sont les plus couramment utilisés. Et à la fin, de concert avec Dany, on pourra donner quelques conseils justement pour les patients qui se préparent à une allogreffe ou qui sont au début de leur parcours de traitement. Alors, c'est quoi l'allogreffe? Bien, l'allogreffe, en fait, c'est le transfert de cellules hématopoïétiques, le plus souvent des cellules souches, qui sont représentées ici dans le haut de l'écran. Et ces cellules-là qui sont contenues dans le greffon étant l'ensemble des cellules qui seront transférées d'un donneur au receveur, ont deux propriétés particulières. Et ce sont ces deux propriétés-là que l'on recherche, c'est-à-dire d'avoir la capacité à se différencier et donner naissance à toutes les cellules sanguines, que ce soit les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs qui incluent plusieurs sous-types, dont les monocytes, les neutrophiles, éosinophiles et basophiles. Souvent en clinique, on parle souvent que des neutrophiles, mais il y a aussi d'autres cellules qui ont de l'importance pour lutter notamment contre les infections, mais aussi de recréer un système immunitaire qui sera, on l'espère, le plus normal, le plus rapidement possible. Donc, cette propriété de recréer à la fois les cellules sanguines et le système immunitaire est très important, mais la deuxième caractéristique que l'on recherche pour ces cellules, c'est ce qu'on appelle l'auto-renouvellement, c'est-à-dire que ces cellules sont à toute fin pratique immortelles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de donner naissance à des cellules plus différenciées qui vont éventuellement devenir des cellules terminales, incapables de rebrousser chemin ou de se multiplier, et aussi des populations qui vont rester là, qui vont être quiescentes, qui vont être tranquilles dans la moelle osseuse et répondre à différents stimuli selon les besoins du stress, de l'inflammation ou encore de l'infection. Alors, de façon très, très, très simplifiée, toutes les allogreffes se font de la même façon, c'est-à-dire qu'on va procéder à une préparation ou ce qu'on appelle le conditionnement, qui est l'étape avant la greffe proprement dite. Et ce conditionnement-là va inclure généralement soit de la chimiothérapie, soit de la chimiothérapie avec des doses variables de radiothérapie. Et le conditionnement, ce qu'on appelle en anglais aussi le conditioning regimen, est en fait utilisé pour deux raisons. La première raison, la plus importante, c'est pour permettre l'implantation des cellules souches, des cellules hématopoïétiques, celles dont on vient tout juste de parler, car même si on fait des tests de compatibilité, ces cellules-là ne sont jamais parfaitement, complètement compatibles. De sorte que même si on a un système immunitaire qui est généralement affaibli lorsqu'on a un cancer du sang, que ce soit une leucémie, une préleucémie ou un lymphome, bien, le système immunitaire est généralement assez fonctionnel et il y a un risque de rejet. On va parler un petit peu tantôt des définitions, mais le rejet, c'est la destruction des cellules souches qu'on va avoir transfusées au moment de la greffe. Donc, le conditionnement ou la préparation, c'est synonyme.
est là pour faire en sorte que le système immunitaire du receveur ne détruise pas les cellules transférées, mais aussi pour contrôler la maladie, parce que le système immunitaire doit se mettre en place après la greffe et le fonctionnement du système immunitaire est plutôt lent, c'est-à-dire que les cellules, comme vous avez vu dans le graphique précédent, doivent migrer à différents endroits, se multiplier, se différencier. Puis dans ce qui concerne le système immunitaire, il y a une partie aussi qui doit être détruite, c'est-à-dire les cellules qui vont être dirigées contre le receveur. Donc tout ça prend du temps. Et l'analogie que je donne souvent à mes étudiants ou à mes patients qui posent des questions, c'est un peu comme quand on a la grippe, c'est-à-dire que on a d'abord et avant tout des symptômes là, qui sont la fièvre, la toux, la difficulté à respirer, etc. Et peu à peu, au bout d'une dizaine de jours en général, il va rester très peu de symptômes. Puis pourquoi on est bien après 7 à 10 jours? Ben, c'est parce que les cellules immunitaires se sont mises en branle et ont fait le travail qu'elles devaient faire. Donc, première étape, trouver le bon conditionnement ou passer à travers les bonnes combinaisons de chimio et de radiothérapie. Et ça, ce sera décidé par le médecin greffeur selon le type de maladie, le degré d'agressivité, le degré d'avancement de la maladie, ce qui reste, s'il en reste beaucoup ou peu, etc. La greffe proprement dite, elle se fait au jour zéro. Et de façon conventionnelle, les jours qui suivront seront considérés comme des jours plus, c'est-à-dire si on est 30 jours après la greffe, on parlera du jour plus 30, plus 60, etc. Alors, la transfusion des cellules se fait comme une transfusion sanguine via un cathéter pour que le greffon puisse être donné rapidement. On n'implante pas les cellules directement dans la moelle osseuse. Ensuite, il y a une période qu'on appelle la période des complications aiguës. Et de façon conventionnelle, ce sont les complications qui vont survenir avant le jour 100, c'est-à-dire avant le 100e jour de l'allogreffe. Et les complications tardives, elles, seront définies comme étant les complications qui surviennent après le jour 100. Dans les complications aiguës, il y a évidemment 3 grandes classes d'effets secondaires. La première, ce sont les effets secondaires du conditionnement lui-même, c'est-à-dire les effets secondaires de la chimio et de la radiothérapie. Les deuxièmes effets secondaires, ce sont ceux qui sont reliés à l'aplasie, c'est-à-dire la période plus ou moins longue, plus ou moins importante, durant laquelle les neutrophiles, qui sont les principales cellules qui luttent contre les bactéries après la greffe, seront à zéro. Donc, durant cette période-là, il y aura une période à risque de fièvre, d'infection, etc. Et le troisième type d'effet secondaire, ce sera ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte, ou en anglais, graft versus host disease, qui peut être soit aiguë ou bien encore chronique. On va passer un petit peu de temps plus tard à définir l'aigu et la chronique. Alors, vous avez ici des données récentes sur les indications d'allogreffe en Europe. À chaque année, il y a des statistiques qui sortent en Amérique du Nord ou en Europe. Et ceci inclut à la fois les adultes et les enfants. Le graphique de gauche la figure de gauche démontre les indications d'allogreffe. Le graphique de droite démontre les indications d'autogreffe. Alors, sans grande surprise, l'indication numéro 1 pour l'autogreffe, c'est le myélome multiple. Pour ce qui est des allogreffes, c'est la leucémie aiguë, que ce soit la leucémie myéloïde aiguë ou encore la leucémie lymphoblastique aiguë. Si on ne regardait que les adultes, on aurait comme première indication la leucémie myéloblastique aiguë et des myélodysplasies, qui sont des préleucémies et qui sont plus fréquentes au fur et à mesure que les gens vieillissent. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est comment on fait pour trouver un donneur? Comment on fait pour trouver un donneur qui soit approprié pour l'allogreffe? Et on parle toujours de compatibilité, on parle toujours de discordance ou de mismatch entre un donneur et un receveur, mais on a maintenant plusieurs techniques, plusieurs façons de procéder à l'allogreffe qui font en sorte qu'on n'a plus vraiment besoin nécessairement d'un donneur parfaitement compatible. Et je vais vous expliquer ça dans les prochaines minutes.
Mais traditionnellement et de façon historique, on a commencé à faire de l'allogreffe avec comme source de cellules souches la moelle osseuse. Et à l'époque, c'est-à-dire au début des années 80, lorsque les allogreffes sont devenus cliniquement faisables à plus grande échelle, bien, on a travaillé beaucoup pour essayer d'avoir le moins de complications possible, notamment la GVH. Donc, vous avez ici une représentation du système HLA. Donc, le système HLA, c'est comme le système de groupe sanguin, mais pour la compatibilité. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous sont quand même familiers avec la notion de groupe sanguin ABO et ce qui permet donc la transfusion sanguine d'un individu à l'autre. Et en fait, il faut se rappeler que la transfusion, c'est le premier type de greffe de cellules vivantes qui a été un succès dans l'histoire de la médecine. Après ça, on a tenté de faire des greffes, soit entre frères et sœurs ou entre parents et enfants, et les résultats ont été désastreux jusqu'au début des années 70, lorsqu'on a découvert que la compatibilité entre deux individus dépendait d'un ensemble de gènes qui sont situés sur le chromosome 6 et qui vont définir une réaction immunitaire des lymphocytes du donneur ou du receveur l'un contre l'autre. Et ces antigènes-là, ils ont été nommés au fur et à mesure qu'on les a découverts. Alors, les plus importants sont les antigènes A, B, C et DR. Et avec le temps, on s'est aperçu qu'il y en avait deux autres qui étaient également importants, qui sont les antigènes DP et DQ. Donc, de façon schématique, ici, vous avez deux parents. Vous avez le père qui est ici, vous avez la mère qui est ici. Chacun d'entre nous avons 23 paires de chromosomes et sur chaque chromosome, bien, on aura un antigène et lorsqu'on est un enfant de parents, comme on le voit ici plus bas, bien, on aura forcément deux antigènes pour le A, deux antigènes pour le B, pour le C, le DP, le DQ, le DR, etc. Et ce sont ces antigènes-là qu'on essaiera donc d'avoir de matcher ou d'avoir une compatibilité lors des greffes qu'on appelle conventionnelles. Et ça, c'est vrai pour les greffes familiales, c'est vrai pour les greffes non apparentées qui sont utilisées à partir de donneurs dans les registres de donneurs non apparentés, qu'ils soient canadiens ou internationaux. Comme je vais le dire un petit peu plus tard, la compatibilité peut être transgressée, c'est-à-dire qu'on peut faire des greffes avec des antigènes discordants, et quand on en aura un de discordant sur 8, bien, on dira que c'est une greffe 7 sur 8, s'il y en a deux, ce sera 6 sur 8, etc., mais à condition de faire certaines stratégies, d'utiliser certaines stratégies pour pouvoir justement éviter la GVH aiguë qui sinon serait beaucoup trop fréquente et beaucoup trop morbide. Donc, on a longtemps utilisé la moelle osseuse, en fait, jusqu'au milieu des années 90. Vous avez ici l'endroit où on va piquer. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu une ponction de moelle, eh bien, généralement, on la fait en position couchée sur une civière ou sur le côté. Et l'endroit qu'on essaie de retrouver dans le bas du dos, c'est cette région-là qui est tout près là, des fesses et qui est la crête iliaque postérieure, qui est généralement plutôt superficielle, qui nous permet d'utiliser une aiguille à ponction, qui est la petite aiguille ici, qui nous permet d'aller chercher la moelle osseuse, donc le liquide à l'intérieur de l'os, ou le semi-liquide plutôt, et l'aiguille à biopsie que vous voyez ici, qui est beaucoup plus longue et aussi beaucoup plus grosse, qui, elle, nous permet d'aller chercher une biopsie de moelle. L'aiguille à biopsie nous sert également pour la collecte du greffon en salle d'opération. Donc, vous avez ici un prélèvement, là, les trois étapes principales du prélèvement, donc la ponction de moelle, les ponctions de moelle répétées qui sont faites généralement sous anesthésie générale, où on prélève environ 5 millilitres de moelle dans une seringue qui a été préalablement anticoagulée, qu'on va mettre dans une poche qu'on va filtrer et le résultat sera envoyé au laboratoire de thérapie cellulaire pour des cultures, mesurer le nombre de cellules souches, etc.
Et à la toute fin de ça, ben, il y aura généralement 2 petites cicatrices de chaque côté qui témoignent en fait des ponctions qu'on a faites au niveau de l'os. Donc, l'aiguille rentre par un petit trou au niveau de la peau, mais va être utilisée en étoile, comme je le montre avec la flèche, pour aller trouver des sites où la moelle osseuse est quand même abondante. Depuis le milieu des années 90, on a changé la méthode de collecte pour utiliser ce qu'on appelle des cellules souches mobilisées ou des cellules souches sanguines. Et ça, c'est grâce à des études cliniques qui avaient démontré qu'en utilisant une hormone qui s'appelle le GCSF, qui avait été au départ découverte pour accélérer la reprise des granulocytes ou des neutrophiles après la chimiothérapie, on pouvait décrocher les cellules souches de leur environnement dans la moelle pour les faire se balader dans le sang, ou on pouvait les attraper avec une technique qu'on appelle la leucaphérèse. Alors, la leucaphérèse, c'est essentiellement d'aspirer du sang dans un bras avec une aiguille, de le centrifuger, de récolter les cellules souches dans un sac et de retourner finalement le reste du sang dans le patient par l'autre bras. On fait ça plusieurs fois, plusieurs cycles. Et le but, c'est de collecter un greffon, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui contient assez de cellules souches qu'on peut mesurer en clinique avec un antigène à la surface qui s'appelle le CD34. On sait qu'au-delà de 4 à 5 millions de cellules CD34 par kilo de receveur, la prise du greffon sera rapide et sécuritaire. Malgré tout, malgré tous les efforts, on restait, parce que maintenant c'est beaucoup moins vrai, avec 20 à 30 de patients dans les années 90 qui ne pouvaient pas avoir de greffe parce qu'il n'y avait pas de donneur. Et c'est là qu'il y a 2 stratégies qui ont été développées avec le temps, qui est celle d'utiliser le sang de cordon ombilical ou de sang placentaire, qui, en fait, après la naissance, peut être techniqué pour recueillir le sang qui est dans le placenta. En général, il y a 70 à 100 millilitres de sang qui peut être recueilli et analysé pour être utilisé éventuellement pour une allogreffe. Donc, on a découvert il y a maintenant plus d'une trentaine d'années que le sang de cordon ombilical était très riche proportionnellement au volume en cellules souches, avec des cellules souches qui étaient très indifférenciées, capables de se multiplier et de recréer à la fois une formule sanguine normale, mais aussi un système immunitaire tout à fait compétent, malgré le fait que ce soit issu d'un enfant qui n'a pas été exposé à des germes ou à des cellules cancéreuses dans le ventre de sa mère. Donc, le sang ombilical est maintenant utilisé de façon routinière. Il y a des banques où on a congelé des unités et la plupart de ces unités-là sont mismatchées, c'est-à-dire qu'elles sont discordantes avec le receveur. La plupart du temps, on parle de 5 à 6 antigènes de compatibles. C'est-à-dire qu'on a oui, c'est ça. On a une compatibilité entre 5 et 6 sur 8, donc avec 1 ou 2 antigènes de discordance. Mais étant donné que le système immunitaire du sang de cordon est plus immature, il est également plus tolérant et les résultats sont similaires à lorsqu'on utilise de la moelle osseuse comme source de cellules souches. Avec le temps, on a également développé ce qu'on appelle la greffe haploïdentique. Donc, encore une fois, dans un but d'essayer de trouver le plus de donneurs possible pour tous les patients, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser des donneurs qui étaient semi-identiques. Donc, par exemple, si on regarde dans le schéma qui est ici, on a donc les 2 parents, les 4 enfants. Et quand on regarde la fratrie, c'est-à-dire les 4 frères et sœurs, bien, on s'aperçoit que le numéro 1 ici qui est présent va avoir la moitié de ses gènes de compatibilité HLA en commun avec la deuxième personne ici qui est sa sœur. Et donc, il va y avoir une compatibilité qui va être semi-identique ou haploïdentique. C'est de là que vient le terme. Donc, on s'est rendu compte, après des études chez l'animal, que
lorsqu'on utilisait un greffon haploïdentique, c'est-à-dire qui contient des cellules souches, mais qui contient aussi des cellules immunitaires qu'on appelle des lymphocytes T, on pouvait empêcher la survenue de GVH aiguë très, très, très dangereuse et très sévère si on donnait de la chimiothérapie aux jours 3 et 4 après la greffe. Et ça, moi, à mon avis, je trouve que c'est une découverte clinique qui est absolument géniale, qui a sauvé des milliers de vies à travers la planète, parce qu'en faisant ça, on est capable de détruire les cellules immunitaires dirigées contre le receveur, tout en gardant les cellules souches qui vont recréer à la fois le sang normal et un nouveau système immunitaire tolérant, et préserver les cellules souches, les lymphocytes T qui sont utiles pour la lutte contre la leucémie ou les cellules tumorales et les virus. Donc, c'est comme si on faisait une sélection in vivo grâce à la chimiothérapie qu'on appelle la cyclophosphamide, qui est en fait un immunosuppresseur à petite dose et de la chimiothérapie à haute dose pour faire en sorte que la greffe soit acceptée et qu'éventuellement les patients puissent avoir un système immunitaire fonctionnel. Cette nouvelle façon de faire-là existe depuis maintenant près d'une dizaine d'années et est de plus en plus utilisée pour les patients qui n'ont pas de donneur familial ou bien encore un donneur non apparenté. Alors, si on revient au but de notre présentation, à la GVH aiguë, alors dans le schéma actuel, on dit que ça survient globalement entre le jour 14 à 21 et le jour 100 après l'allogreffe. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que il y a des formes tardives et le mot aigu, en fait, ne veut pas dire qu'il survient rapidement après la greffe. Ça veut dire qu'il survient rapidement chez le patient. C'est-à-dire que le patient peut être très bien le matin et avoir beaucoup de symptômes l'après-midi. Alors que la GVH chronique, elle, le mot chronique, signifie que les complications surviennent lentement, à bas bruit, sans trop causer d'effets secondaires, mais également un peu plus tardivement également. Alors, quelques notions de vocabulaire. La première chose, c'est le rejet du greffon. Alors, quand on parle de rejet, quand les patients viennent à l'hôpital et disent « Est-ce que je fais du rejet? » Souvent, ils veulent dire « Est-ce que je fais de la GVH aiguë? » Mais la vraie définition du rejet du greffon, c'est ce qu'on appelle en anglais le graft failure, c'est-à-dire une destruction des cellules du donneur par le système immunitaire du receveur. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'il faut regreffer rapidement pour éviter que le patient reste en aplasie pendant trop longtemps. La maladie du greffon contre l'hôte aigu, en anglais Acute Graft-versus-Host Disease, c'est en fait un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui vont survenir généralement dans les 3 premiers mois, parfois plus tard, avec une atteinte de 3 organes principalement, c'est-à-dire la peau, le tube digestif et le foie, ce qui va donner des rougeurs cutanées, de la diarrhée et de la jaunisse. Le syndrome de prise du greffon, beaucoup plus rare, ça c'est quelque chose qu'on rencontre à l'occasion lorsque les globules blancs remontent rapidement après l'allogreffe. Il peut y avoir une libération de différents produits, différentes hormones inflammatoires qu'on appelle des cytokines, entre autres le GCSF, et qui va donner de la fièvre, des rougeurs cutanées, de la diarrhée. Ça peut ressembler beaucoup à de la GVH aiguë, mais avec un peu d'expérience clinique, on peut le différencier. La bonne nouvelle, c'est que ça répond extrêmement rapidement à quelques doses de cortisone sans laisser absolument aucune séquelle. Et finalement, la GVH chronique ou Chronic Graft-versus-Host Disease, c'est un syndrome d'installation lente, donc le contraire de la GVH aiguë, qui peut atteindre tous les organes du corps humain, mais surtout les muqueuses, donc les yeux, la bouche, les organes génitaux et le foie. Donc ça, c'est les organes les plus souvent impliqués avec la GVH chronique. Vous avez ici un petit schéma qui montre un petit peu comment les choses se produisent après la greffe. En fait, comme on disait tout à l'heure, la GVH aiguë, elle, va généralement survenir au moment de la prise du greffon et 70 à 80 des cas
vont être présents avant le jour 120. Il y a quelques retardataires qui peuvent survenir, notamment lorsque la greffe est non myélo-ablative, c'est-à-dire lorsque le système immunitaire du donneur s'installe plus lentement. Dans la GVH chronique, elle, même si on dit qu'elle survient plus tardivement, et en moyenne aux alentours du 5 au 6e mois après l'allogreffe, elle peut survenir aussi rapidement qu'au jour 60 après l'allogreffe, et c'est la présentation clinique qui va nous faire classer le patient dans l'une ou l'autre des catégories. Et la raison pour laquelle c'est important de le faire, c'est que les traitements seront un peu différents entre la GVH aiguë et la GVH chronique. Alors, la GVH aiguë, elle survient parce qu'il y a 3 conditions. Et ces 3 conditions-là sont en fait parce que dans le greffon, on donne des lymphocytes T, donc des lymphocytes du donneur. Ces lymphocytes-là, qui sont les cellules immunitaires principales dans le greffon, vont être des cellules vivantes. Donc, elles sont capables de reconnaître qu'il y a une discordance entre le donneur et le receveur, même si le système HLA, et avec les moyens qu'on a en laboratoire clinique, est tout à fait compatible, il peut y avoir d'autres incompatibilités au niveau de d'autres antigènes. Entre autres, il y a un système d'antigènes qu'on appelle les antigènes mineurs, qu'on ne dose pas en clinique et qui peuvent être responsables de la GVH aiguë. Donc, des cellules vivantes transfusées à quelqu'un qui est partiellement incompatible avec une incapacité à se défendre parce que le receveur, lui, ne peut pas détruire ces cellules-là puisque son système immunitaire a été affaibli en raison du régime de préparation. La cause de la GVH aiguë, elle est complexe et ne vous en faites pas, on n'ira pas à travers tout ça là, en détail. C'est simplement pour vous montrer la complexité de la survenue de la GVH aiguë. Très rapidement, il y a différentes phases. La première phase, c'est le bris tissulaire qui va être présent chez le receveur en raison de la chimio et ou de la radiothérapie. Et on sait depuis longtemps que la radiothérapie augmente le risque de GVH aiguë, probablement en libérant différents produits inflammatoires qui vont faire en sorte qu'il va y avoir apparition de différentes molécules qui vont être présentes au niveau des cellules épithéliales de la peau, du foie et de l'intestin. Ces molécules-là vont être reconnues par des cellules qui sont dans le receveur, qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes, c'est-à-dire qu'elles vont gober une partie des protéines à la surface des cellules et les présenter aux lymphocytes T du donneur. Et ça va faire en sorte qu'il va y avoir une prolifération des lymphocytes T suite à la présentation des antigènes qui va s'amplifier avec libération de différents produits inflammatoires pour conduire éventuellement à un dommage tissulaire qui va donner les symptômes cliniques chez le patient. De façon pratique, nous, on travaille avec les symptômes et ça, c'est assez préhistorique. Ça n'a pas changé depuis les 30 dernières années. Malgré différents efforts pour faire des biomarqueurs pour essayer de prédire les patients chez qui on aura de la GVH avec l'espoir qu'une intervention rapide pourrait améliorer les résultats. Mais on va évaluer le patient qui fait de la GVH aiguë selon le degré des rougeurs cutanées, de la diarrhée qui est produite par 24 heures, d'où l'importance de la mesurer correctement, et du degré de bilirubine qui en fait, mesure le degré de jaunisse chez les patients. Alors, selon la présence de l'un ou l'autre de l'une ou l'autre de ces données-là, on va arriver avec un stade et les stades les plus avancés, c'est-à-dire 3 et 4, sont évidemment plus sévères et plus dangereux pour les patients avec une moins bonne réponse au traitement. On essaie toujours de faire des biopsies. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même certaines anomalies qui peuvent donner l'impression que le patient fait de la GVH. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Il y a d'autres causes qui peuvent mimer la GVH. On a parlé du syndrome de prise du greffon,
Mais il y a aussi certaines infections virales, notamment au niveau de l'intestin, qui peuvent donner un tableau assez similaire. Les biopsies vont être analysées par le pathologiste. Ici, à gauche, vous avez une biopsie de peau. À droite, vous avez une biopsie rectale. Et le pathologiste va rechercher certaines trouvailles, entre autres la destruction de cellules à la base de la peau. On voit ici là, que ce n'est pas normal. C'est une cellule qui est claire alors que les autres sont rosées. Le noyau, au lieu d'être gros avec un petit point dedans, il va tout être rabougri. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cellules pycnotiques ou en mort cellulaire. Et la même chose se produit également au niveau du rectum. Selon le nombre de cellules qui seront présentes, le pathologiste pourra parler de GVH aiguë, légère, modérée ou sévère au niveau de l'histologie, au niveau de la biopsie. Mais il n'y a pas de concordance entre l'histologie, c'est-à-dire la biopsie, et les symptômes. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de signes au niveau de la biopsie et peu de symptômes, et vice-versa. Alors, comment traiter? Bien, le meilleur traitement de la GVH aiguë, c'est de la prévenir. Alors, c'est la raison pour laquelle on a fait, sauf dans les cas de greffe avec un jumeau identique, complètement identique, donc même sexe, né en même temps, avec un même système HLA, on va devoir utiliser une prévention. Et cette prévention-là, la plus courante, la plus classique, c'est celle qui utilise deux médicaments, c'est-à-dire soit la cyclosporine ou le tacrolimus, qui sont des inhibiteurs de calcinurine avec des petites doses de méthotrexate. Si on ne peut pas utiliser ce régime-là, il y a d'autres possibilités qui sont tout à fait acceptables, peut-être pas aussi efficaces, mais tout à fait acceptables. Et finalement, comme on disait tantôt, on peut utiliser également la cyclophosphamide à haute dose dans les cas de greffe haploïdentique où il va y avoir une discordance qui va être importante, c'est-à-dire des donneurs qui vont être compatibles à 6/12 ou à 4/8. Le diagnostic se fait généralement sur l'ensemble du tableau, c'est-à-dire l'histoire, l'examen physique, la quantité de diarrhée, l'extension du rash avec les biopsies, l'exclusion d'infections, etc. Et on essaie dans un premier temps, surtout si c'est une atteinte cutanée, de traiter avec des traitements locaux. Donc, il y a des onguents ou des crèmes de cortisone qui peuvent être utilisées. Généralement, la forme cutanée, c'est la forme la plus bénigne, celle qui donne le moins de problèmes. Toutefois, si on a une atteinte digestive ou hépatique, bien là, il faut aller avec des traitements qu'on dit systémiques, c'est-à-dire soit par la bouche ou intraveineux, généralement par voie intraveineuse, parce que si le patient a de la diarrhée, bien évidemment, les médicaments peuvent être moins bien absorbés. Il y a maintenant plusieurs médicaments qui peuvent être utilisés en deuxième ligne, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné 5 à 7 jours de cortisone intraveineuse à bonne dose, et là, on parle de 2 mg par kilo, donc 1 mg par kilo 2 fois par jour. Si au bout de 5 à 7 jours, il n'y a pas de réponse, bien là, on doit ajouter d'autres médicaments. Et celui qu'on utilise le plus souvent actuellement, c'est ce qu'on appelle le ruxolitinib ou Jakavi, qui est un anti-inflammatoire puissant qui a démontré son efficacité chez 50 à 60 des patients qui ne répondaient pas à la cortisone. Il y a également une autre façon de traiter qui s'appelle la photophérèse extracorporelle. J'en parlerai avec les diapos sur la GVH chronique. Alors, les résultats dépendent de la sévérité de la GVH. Et lorsqu'on a une GVH de grade léger à modéré, c'est-à-dire de grade 1 ou 2, généralement, le traitement se fait rapidement, séjour à l'hôpital qui est court, et puis le pronostic est excellent. Lorsqu'on a une GVH aiguë qui est sévère, c'est-à-dire de grade 3 ou 4, à ce moment-là, l'hospitalisation est beaucoup plus longue puisqu'on doit avoir des traitements de soutien et il y a quand même 30 à 50 des patients qui ne répondront pas à la cortisone et qui devront recevoir un autre traitement, ce qui augmente les risques de complications, notamment le risque d'infection. Il y a des traitements de soutien également qui doivent être faits, c'est-à-dire s'assurer que le patient reçoive suffisamment de calories pour lutter contre le catabolisme, c'est-à-dire le dommage au niveau des tissus
qui requiert la reconstruction des cellules. Il faut évidemment surveiller de très près la présence d'infections, que ce soit des bactéries, des virus ou des champignons. Et malheureusement, tous ces immunosuppresseurs-là ont également des effets secondaires. Ceux d'entre vous qui prenaient du décadron ou de la cortisone en connaissaient plusieurs, mais chacune de ces molécules-là, chacun de ces médicaments-là a un profil de toxicité qui doit être surveillé de près pour éviter des dommages ou des complications à moyen ou à long terme. Pour ce qui est de la GVH chronique, alors, c'est la complication tardive la plus fréquente après l'allogreffe. Et en fait, si on réussit à passer à travers une allogreffe et qu'on atteint le jour 100, 120, on peut relaxer parce que les probabilités d'avoir un décès ou des complications sévères diminuent de façon drastique. Il y a deux complications principales après le jour 120 de l'allogreffe. C'est malheureusement la rechute ou la GVH chronique. Si on exclut la rechute, la GVH chronique, c'est la complication qui va être la plus fréquente parce qu'elle survient selon les études, selon le type de greffon qu'on utilise, selon l'âge du donneur, selon l'âge du receveur. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. La fréquence peut être entre 20 et 70 %. Donc, il y a une fourchette qui est quand même assez large. Et la cause de la GVH chronique, elle est différente de la GVH aiguë. Ce ne sont pas deux maladies identiques, ce sont deux syndromes, deux entités qui sont différentes. Et là encore, les causes sont encore en investigation, mais la GVH chronique, pense-t-on, est reliée plutôt à un mauvais fonctionnement du nouveau système immunitaire. Alors, dans la partie de droite, il y a une reproduction finalement de la naissance du nouveau système immunitaire parce que lors de l'allogreffe, on va transférer des cellules immunitaires qui appartiennent aux donneurs, qui sont déjà bien différenciées pour la plupart et qui sont capables de lutter soit contre des cellules tumorales ou soit contre des agents infectieux. Alors qu'à long terme, les cellules souches vont éventuellement donner naissance à un nouveau système immunitaire qui, lui, devra s'adapter au corps du receveur. Et cette adaptation-là peut ne pas se faire de façon parfaite. Et surtout chez l'adulte, et surtout plus on vieillit, plus cette fine immunomodulation sera difficile à faire. Autrement dit, l'adaptation du nouveau système immunitaire se fera plus difficilement avec persistance de cellules qui vont être dirigées contre le receveur. Parce qu'en théorie, un système immunitaire, celui qu'on a acquis lors de notre naissance et qu'on a amélioré au fur et à mesure qu'on a vieilli avec les infections et autres insultes qui nous ont attaqués, bien, ce système immunitaire-là est devenu très, très, très fin pour distinguer ce qui est étranger et ce qui est à nous, et respecter forcément ce qui est à nous et détruire ce qui est étranger. Dans le cas de la GVH chronique, parce que le système immunitaire est reproduit de façon moins efficace ou de façon moins fine, bien, il va persister des groupes de cellules qu'on appelle des clones qui vont continuer à s'attaquer à différents organes et donner le syndrome de la GVH chronique qui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, peut atteindre à peu près tous les organes du corps humain. Les conséquences de la GVH chronique sont importantes et en fait, il va y avoir une espèce de phénomène de boucle, c'est-à-dire que lorsqu'on a de la GVH chronique, il va y avoir une augmentation du risque d'infection. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de l'atrophie des bons clones, des bonnes populations lymphocytaires pour lutter contre les infections. Il va y avoir une dysfonction, c'est-à-dire une réponse inefficace suite à différents stimuli. Il va y avoir une diminution de la production des anticorps et tout ça, malheureusement, peut aussi être temporairement aggravé par les médicaments immunosuppresseurs que nous utilisons pour contrôler la GVH chronique. J'ai mentionné ici les facteurs de risque. Alors, le plus important, c'est le mismatch HLA.
Ça, c'est en contexte de moelle ou de cellules souches sanguines, parce qu'en cordon, comme on a mentionné tantôt, l'incidence de GVH chronique est beaucoup plus faible parce que le système immunitaire s'adapte mieux. Le fait d'avoir eu une GVH aiguë sévère par le passé va aussi augmenter le risque de GVH chronique et l'utilisation de cellules souches sanguines plutôt que de moelle ou encore de sang de cordon augmente également le risque. Alors, de façon très brève, dans la GVH chronique, il y a essentiellement 3 phases. Il y a une phase au départ où il va y avoir libération de différents produits inflammatoires. C'est à ce moment-là que les patients peuvent se sentir plus fatigués. Et classiquement, c'est que le patient, au jour 100, va dire, mon Dieu, tout va bien, je me sens tellement bien, tout est sous contrôle. Et un mois ou deux plus tard, va revenir nous voir en disant, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne me sens pas bien, je suis fatigué. J'ai perdu du poids, j'ai perdu l'appétit. Alors ça, c'est causé par la libération de différentes hormones, de différentes cytokines, un peu comme quand on fait une grippe et qui aura un effet sur différents organes du corps humain. Par la suite, c'est là que le système immunitaire devient dysfonctionnel et là, il va y avoir différentes populations cellulaires qui seront dysfonctionnelles et qui ne seront pas capables de faire leur boulot, c'est-à-dire de présenter des antigènes, de réagir, de se multiplier face à des agents étrangers et de communiquer entre elles. Et à long terme, si on ne fait rien, évidemment, ce qui n'arrive pas, bien, on peut avoir une fibrose des différents organes. On voyait ça il y a une trentaine d'années quand on a commencé à faire des greffes à plus grande échelle, mais à ce moment-là, on avait différents dommages, principalement au niveau de la peau, des yeux, de la bouche et des poumons, avec une fibrose irréversible, ce qui laissait les patients, malheureusement, en bien mauvaise condition. Alors, en clinique, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on porte attention à plusieurs choses. Et en fait, la GVH chronique, c'est une complication de l'interniste parce que, comme je l'ai mentionné, presque tous les organes peuvent être atteints et à l'intérieur d'un même organe, la présentation peut être variable. Par exemple, au niveau de la peau, on peut avoir des rougeurs qui ressemblent à un coup de soleil, on peut avoir de la dépigmentation, on peut avoir un cartonnement de la peau avec de la douleur, on peut avoir des taches qui ressemblent à du lichen. Bref, chaque organe peut être atteint d'une façon plus ou moins importante et de façon variable. Et on regarde au questionnaire et à l'examen physique. En fait, on oriente notre questionnaire et notre examen physique sur le système mucocutané, donc les yeux, la bouche, la peau, les organes génitaux, les poumons, les muscles, le foie, le tube digestif et on regarde également s'il y a eu des infections récemment. Alors, la présentation clinique, elle est souvent lente, insidieuse, et on retrouve certains patients qui ont été perdus au suivi pour différentes raisons, parfois avec des symptômes qui se sont installés tellement graduellement que les dommages au niveau des organes sont passés inaperçus pendant très longtemps. L'incidence est plus faible, comme on le mentionnait, avec la moelle osseuse, le sang de cordon, ou lorsqu'on utilise du sérum anti-lymphocytaire, qui sont des anticorps dirigés contre les lymphocytes T qu'on va donner avant la greffe, le plus fréquemment du sérum anti-lymphocytaire de lapin. Et l'incidence va augmenter avec les facteurs de risque que j'ai déjà mentionnés. En clinique, la présentation est très variable. On peut avoir des formes localisées, c'est-à-dire qu'on peut avoir une rougeur cutanée sur une petite surface du corps ou au contraire, ça peut atteindre quasiment complètement toute la peau. Et on a également un système pour le grader, c'est ce qu'on appelle la classification du NIH, National Institute of Health des États-Unis, où on va être capable de classer la GVH chronique comme étant légère, modérée ou sévère, parce que comme les symptômes peuvent être variables d'une personne à l'autre et comme la présentation peut être variable d'une personne à l'autre, on a beaucoup de difficultés au point de vue scientifique à classer les patients pour pouvoir leur donner des traitements personnalisés. Alors, c'est la raison pour laquelle l'incidence de GVH chronique
va varier beaucoup d'une étude à l'autre. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du degré de zèle des médecins qui évaluent les patients pour les classer justement en utilisant la classification du NIH. Le but de tout ça, c'est de laisser tranquille les patients qui ont des formes légères, qui peuvent être traités avec des traitements locaux, c'est-à-dire topiques, et d'être peut-être plus agressifs ou utiliser des stratégies avec plusieurs médicaments chez les patients qui ont des atteintes qui sont plus importantes. Alors, vous avez ici deux exemples de patients qu'on voit fréquemment en clinique. Là, ici, au niveau de la bouche, vous avez un patient qui est totalement symptomatique, qui a ce qu'on appelle du lichen planus, des espèces de petites plaques blanches qu'on voit à peine ici. Et au contraire, un patient qui a beaucoup mal à la bouche. Et à l'examen physique, on voit que la muqueuse est totalement inflammée avec un peu comme une brûlure là, à l'intérieur de la bouche. Et quand on fait des biopsies, au niveau de la peau, bien, on s'aperçoit que, alors que la GVH aiguë, elle, c'est une maladie qui se retrouve au niveau de la base de l'épiderme, mais la GVH chronique, c'est une maladie qui est sous l'épiderme. Et on peut voir ici qu'on a un tissu qui est tout à fait homogène, on ne voit pas de glandes sudoripares, on ne voit pas de poils. C'est parce que la fibrose a remplacé tout le tissu sous-cutané. Alors, les traitements, les traitements sont adaptés à la sévérité de la GVH chronique et ils sont adaptés également à la condition des patients. C'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser des traitements locaux ou topiques lorsque le problème se situe à un seul organe. Par exemple, si la bouche est uniquement atteinte, on peut donner des rince-bouches de cortisone. Ou si on a une atteinte au niveau de la peau, on peut mettre des onguents, etc. Mais si on a des atteintes plus sévères, donc dans les atteintes modérées à sévères, bien, il faut utiliser des immunosuppresseurs systémiques. Le premier demeure toujours la prednisone, mais à plus petite dose que dans la GVH aiguë. Et on a toute une panoplie, en fait, d'autres agents qui peuvent être utilisés pour justement diminuer les effets secondaires de la prednisone à long terme. Parce qu'il est généralement plus facile de tolérer 2 ou 3 immunosuppresseurs à faible dose que d'en avoir un à dose plus élevée. Et il y a aussi une stratégie qui s'appelle la photophérèse dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. À moyen long terme, la GVH chronique demande un traitement prolongé, c'est-à-dire que, contrairement à la GVH aiguë, où généralement le contrôle est repris après 12 semaines, on va arrêter les médicaments généralement entre 12 et 14 semaines. Dans la GVH chronique, on parle de 6 à 9 mois de traitement avant d'être capable de sevrer les immunosuppresseurs. Et quand on y pense, bien, les immunosuppresseurs vont faire en sorte que les clones autoréactifs, c'est-à-dire les clones de lymphocytes T, les clones immunitaires qui sont dirigés contre le patient, ces clones-là vont éventuellement disparaître parce le système immunitaire va s'adapter et on pourra par la suite diminuer les immunosuppresseurs et 90% des patients pourront être sevrés complètement de tous les médicaments à 5 ans. Donc, il y a des patients qui prennent des médicaments pendant 1 an, d'autres pendant 2 ans, d'autres 3 ans, 4 ans, mais on est sur le long terme. Et l'avantage de l'allogreffe de cellules souches, c'est que contrairement au greffé de rein, de poumon ou d'intestin, on est capable de sevrer complètement les immunosuppresseurs et cela pour la très grande majorité des patients de façon permanente. La réponse est variable selon les organes. En général, les atteintes mucocutanées et le foie sera facile et la meilleure. Mais par contre, les patients qui ont malheureusement une atteinte pulmonaire ou qui ont des formes sévères, selon la classification du NIH, auront plus de difficultés à récupérer avec les traitements. Et dans le pire des cas, ce qu'on voit beaucoup plus rarement maintenant, depuis qu'on utilise du sérum antilymphocytaire, on voit beaucoup moins de cas d'atteinte pulmonaire, on voit également beaucoup moins de cas de fibrose pulmonaire parce que cette complication-là donne malheureusement une très mauvaise qualité de vie aux patients qui en sont atteints. Alors, la photophérèse extracorporelle, j'en dis 2 mots parce que c'est une façon, en fait, de
détruire ou d'enlever les clones qui sont dirigés contre le patient, contre les organes du patient. C'est une méthode qui est non médicamenteuse. Alors, c'est intéressant, surtout si le patient a plusieurs infections à répétition ou si on craint des infections à répétition ou si le patient ne répond pas bien à la cortisone. On peut utiliser cette stratégie-là qui se fait uniquement dans les grands centres, donc à Québec et à Montréal. Et rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aspirer du sang du patient qui contient des cellules immunitaires et on va injecter un produit qui s'appelle le méthoxypsoralène qui va pénétrer de façon préférentielle dans les cellules immunitaires qui sont activées. Donc, ça va rentrer dans la cellule et là, ça va se lier au noyau, à l'ADN de la cellule et on va faire circuler le sang sur une plaque qui contient des UV, là, des ultraviolets avec une longueur d'onde particulière qui va faire en sorte que ça va détruire les cellules qui ont intégré le méthoxypsoralène. Et en retournant le tout au patient, on fait ça pendant 1 heure et demie, on a un feedback immunitaire négatif, c'est-à-dire qu'on va immunosupprimer le patient et contrôler la GVH chronique chez un bon pourcentage de patients. Donc ça, c'est une autre stratégie qui est utilisée de façon assez courante et qui nécessite toutefois 2 sessions par semaine pendant plusieurs semaines. Ensuite, on diminue à 1 session par semaine. Ça demande quand même de la motivation pour venir à l'hôpital. On a besoin de traitements de soutien. Évidemment, ces patients-là, ce n'est pas juste de leur donner des immunosuppresseurs, il faut surveiller de façon très étroite les infections et malheureusement, les rares patients qui décèdent de GVH chronique décèdent généralement d'une infection qui a été soit traitée tardivement ou trop importante pour être contrôlée. Donc, on donne des antibiotiques en prévention, on donne des immunoglobulines par voie sous-cutanée pardon, pour pouvoir prévenir les infections. On peut avoir également des traitements locaux, ça peut donner de la sécheresse au niveau des yeux, on peut utiliser des larmes artificielles. Il faut faire attention aux caries parce que la sécheresse au niveau de la bouche peut modifier également la qualité de la salive qui a un effet antibactérien. La cortisone peut causer de la faiblesse musculaire, il faut aller en physiothérapie. Et pour les femmes, bien, l'atteinte génitale peut évidemment causer problème, d'où l'importance d'avoir un gynécologue et des visites fréquentes pour pouvoir surveiller tout ça et envisager un remplacement hormonal. Donc, tout ça se fait évidemment avec des visites mensuelles. Généralement, lorsqu'on a une GVH chronique qui est légère à modérée ou même certaines qui sont sévères mais qui n'atteignent pas les poumons, les patients sont vus généralement aux 4 à 6 semaines pour surveiller tout cela et s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes secondaires qui surviennent. Alors, rapidement, l'allogreffe, évidemment, guérit les patients. C'est la raison pour laquelle on continue à faire des allogreffes. On sait que la GVH chronique peut avoir un effet protecteur, c'est-à-dire que beaucoup d'études ont démontré que le fait de faire de la GVH chronique légère à modérée diminuait le risque de rechute. On ne connaît pas exactement le rôle et le pourquoi de cela. Ce n'est pas vrai pour toutes les maladies, mais le fait d'en avoir peut être probablement une façon d'activer le système immunitaire et de nettoyer les cellules tumorales qui pourraient rester après la greffe. Au contraire, la GVH aiguë, surtout celle qui est sévère, c'est-à-dire de grade 3 à 4, elle est toujours négative et n'est pas souhaitable. Malheureusement, on ne peut pas la prédire. On sait que l'incidence peut varier de l'ordre de 20 à 40 %, mais on ne peut pas vraiment savoir quel patient va développer une aiguë de grade 3 versus une aiguë de grade 1 ou 2. Lorsqu'on cède rapidement les immunosuppresseurs, on peut aussi provoquer de la GVH, qu'elle soit aiguë ou chronique, et ça peut arriver lorsqu'on a soit une non-prise de médicaments qui est adéquate, ce n'est pas tout à fait un sevrage, c'est plutôt de la négligence, ou lorsqu'on pense que le patient peut être à risque de rechute, donc ça peut survenir dans ce contexte-là,
ou lorsqu'on utilise des lymphocytes du donneur, qui est une autre façon de contrôler soit un rejet partiel de greffe ou encore pour diminuer les risques de rechute lorsqu'un patient se retrouve à haut risque d'avoir une rechute. Donc, il n'y a pas juste immédiatement après l'allogreffe qu'on peut rencontrer de la GVH, il faut également y penser lorsqu'on a ces deux situations cliniques-là. Alors, que faire, que faire comme patient? Alors, s'il y a des patients qui ont été greffés récemment ou il n'y a pas trop longtemps, évidemment, vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues, mais il est important de suivre certaines consignes. Premièrement, lorsqu'on prend de la prednisone, il faut s'assurer qu'on ne se gave pas de produits trop sucrés parce qu'on peut fréquemment développer un diabète secondaire. L'incidence est de l'ordre de 30 à 40 parfois plus. Il faut également boire beaucoup et éviter la déshydratation pour que les médicaments puissent être excrétés correctement. La plupart d'entre eux le sont par l'urine. Il faut maintenir de l'exercice. Je sais, c'est difficile, mais ça évite l'atrophie musculaire, ça augmente l'énergie, ça améliore le moral. Et si on attend au Québec qu'il fasse beau pour faire de l'exercice, ben, vous allez en faire 2 mois par année, pas plus. Donc, il faut vraiment être motivé. C'est très important. Plusieurs médicaments seront pris. C'est heureusement temporaire, mais le risque d'interaction ou d'effet secondaire demeure élevé. Donc, c'est très important pour nous, les soignants, que les patients connaissent leurs médicaments ou s'ils ne veulent pas les mémoriser, bien, d'avoir une liste à jour. Parce que oui, on a une liste sur le DSQ, mais cette liste-là peut prendre un certain temps avant d'être mise à jour et il y a parfois des erreurs, il y a des oublis qui sont présents et ça peut donner naissance à des effets secondaires ou à des mauvais traitements chez les patients. Quand on porte un masque, ne pas oublier de le porter pour couvrir le nez et la bouche. Il ne faut pas oublier non plus de le changer parce que si on parle, les gouttelettes de salive vont mouiller le tissu et le rendre plus perméable aux bactéries ou aux virus autour de nous. Donc, en théorie, un masque bleu, là, c'est efficace pendant environ 4 heures. Il faut continuer à éviter les foules parce que les foules, comme vous le savez, sont porteuses de virus. Il n'y a pas juste le COVID, il y a également l'influenza, le parainfluenza, il y en a plusieurs qui peuvent donner des syndromes tout à fait semblables à une pneumonie et pour lesquels on n'a pas toujours de traitement. Ne pas oublier de se faire vacciner et aussi s'entourer de personnes vaccinées, puisque de cette façon-là, on peut avoir une immunité de masse, c'est-à-dire que si nous, notre vaccin ne prend pas parce que notre système immunitaire est encore immature, et on n'a malheureusement pas d'outils en clinique pour mesurer l'efficacité de tous les vaccins, ben, le fait d'être entouré de gens qui sont vaccinés, ça nous permet de nous protéger indirectement. Alors, je vais m'arrêter là-dessus et ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Dr. Roy. C'est tellement complet et intéressant comme information. J'ai eu une seule question durant toute la session. Je pense que les gens étaient captivés, ce qui est une bonne chose. On est très content de ça. Je vais commencer à récolter les questions pendant que Dani peut-être peut faire une petite introduction, donner des commentaires ou ton expérience selon ce qu'on a vu un peu comme symptômes, peut-être dire toi lesquels que tu as eu, comment ça s'est passé, et après j'adresserai les questions. Parfait. Ben, bonsoir à tout le monde. Puis je veux dire merci à Karine de m'avoir invité ce soir pour faire partie de la présentation du Dr. Roy. C'est vraiment un privilège, puis je suis très, très heureux d'être enregistré ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Danny Wade, j'ai reçu mon diagnostic en 2016. J'ai été auto- et allogreffé le 21 février 2017. Et évidemment, un parcours euh, moyen à difficile, mais avec la GVH, j'ai fait une GVH de niveau 1 à 2, donc des rages cutanées, une petite atteinte au foie. Et c'est parti pas tout à fait en aigu, mais ça s'est prolongé en chronique. Donc, j'ai fait tacrolimus, sirolimus, Celsep, beaucoup de prednisone.
des nuits de plaisir, en tout cas pour moi, mais pas pour ma blonde. Puis là-dessus, ben, on a dû aller sur le Jackavi. Et c'est Jackavi qui a réussi à contrôler la GVH et en débarrasser, euh, grosso modo sur 8, 9, 10 ou 12 mois. Là, je me souviens plus. Je m'excuse si mon écran shake, c'est mon chat. Je suis désolé. Il fait partie maintenant de la vidéo, à mon grand regret. Donc, oui, c'est ça. Donc, la GVH a été longue à contrôler, mais pas incontrôlable. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand on s'engage, parce que après ma barre, comme patient, on ne veut pas mourir. On est prêt à tout pour survivre, mais on n'a pas essentiellement connaissance de ce que ça implique puis ce que ça peut être. Euh, Puis ça prend beaucoup de temps. Au-delà des difficultés qu'on rencontre, des douleurs, de la peur, de la crainte, il y a une équipe médicale qui est là pour nous entourer, mais de comprendre que ça peut être plus que ça, notre engagement, de comprendre nos médicaments, de comprendre ce qu'on va nous faire, de comprendre les réactions. Puis il y a une partie du temps où est-ce qu'on n'a plus la force de le gérer ou de le comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un entourage proche, mais du temps. Parce que ça peut être très long. Et les complications, tu sais, c'est comme des bâtons dans les roues. Tu as l'impression que tu fais ta greffe, puis c'est réglé. On part avec cette petite idée-là. En tout cas, moi, j'avais un peu cette idée-là aussi. Mais coup par coup, tu te dis quand est-ce que ça va finir par finir. Tu as une rougeur, tes yeux secs, tu as un virus, une bactérie, 2 jours à l'hôpital, 2 semaines après, 2 jours, puis le découragement peut s'installer. D'où l'importance de vraiment comprendre ce qu'on va nous faire, comment est-ce qu'on peut réagir, à qui en parler, puis comment prendre des décisions à travers ça, parce que depuis 3-4 ans, on parle beaucoup de patients partenaires impliqués. J'en suis un d'ailleurs, patient partenaire du HMR avec l'espace partenaire. Mais il y a toujours une mode associée à quelque chose, puis la perception qu'on en a. D'être partenaire, c'est pas juste d'avoir une bonne jasette avec notre médecin ou l'infirmière pivot, c'est de comprendre aussi, puis là, je sais qu'on n'a pas tout le même âge, la même éducation, et puis même quand on est fatigué, on peut être soi-même un neurochirurgien, puis on va être complètement démoli parce qu'on vit. Mais la gestion des médicaments, de ses effets secondaires, puis d'être capable de comprendre aussi des fois pour éviter des erreurs, parce que si on connaît le médicament, puis la posologie, puis le nombre de milligrammes qu'on nous donne, puis que l'infirmière arrive à quelque chose d'autre, on peut faire un oh là, moi, c'est pas tout ça, peut-on double vérifier? Fait qu'on peut déjà être en alerte soi-même, être le premier intervenant de ses propres traitements. Donc, je pense que ça, c'est très, très important de un. Et là, je parle beaucoup, puis il n'y a même pas encore de questions, mais je voulais juste faire un aperçu de moi, mon parcours par rapport à mon recul d'aujourd'hui comme patient et de voir tous les bons coups que j'ai pu faire, les moins bons coups. Et des fois, on se dit, ouais, mais j'ai pas été informé. Et je lance une proposition comme ça. Je ne sais pas si Myome Canada, en partenariat avec des pharma et des hôpitaux, si on ne pourrait pas créer des vidéos autant pour l'allogreffe que l'autogreffe sur qu'est-ce qu'un patient va vivre de A à Z, autant à l'hôpital qu'à la maison, puis de voir aussi les conséquences de les effets secondaires et de la vie, de tout ce qui englobe aussi un patient, sa vie sociale, sa vie comme travailleur, l'aspect financier, tout ce qui peut venir nous stresser, puis nous faire perdre un peu le contrôle sur notre prise en charge de nous-mêmes. Fait qu'avoir une vidéo, plutôt des vidéos explicatives pour nous préparer, parce que je me souviens, il y a 7 ans, il n'y avait pas de page Facebook, il y avait très peu d'informations. Avec Michel Oana, je suis un des créateurs des pages Facebook Myélome Canada et celle des groupes. Puis ça nous permet aujourd'hui d'avoir une grande force d'être entre nous, 50, 70, 200 patients qui se connaissent, qui se parlent sur Facebook. Ça donne une empowerment en anglais, ça donne une prise en charge de ton contrôle de tes soins, puis du partage d'informations. Mais une bonne vidéo, je pense que ça devrait être obligatoire à chaque patient de la voir à la maison et de pouvoir la réécouter en tout temps, qu'elle soit disponible sur une chaîne YouTube. Mais il faudrait s'en parler plus longuement, mais je pense que tout le monde serait d'accord avec moi ce soir.
J'ai déjà des personnes qui sont d'accord avec toi, Dani, en ligne, qui t'appuient tout à fait. Donc, je vais juste rappeler pour la session de ce soir. Donc, Karine Gravel, je suis de Myélome Canada et en fait, je m'occupe de tout le côté éducationnel aux patients. Donc, effectivement, on a sur la chaîne YouTube plein de webinaires déjà disponibles sur différents sujets. Donc là, ce soir, on adresse l'allogreffe. On en a d'autres qui adressent l'autogreffe et différents sujets. Et souvent, comme avec la séance de ce soir, en fait, on va créer un info-feuillet avec un résumé un peu de l'information qu'on va avoir vue ce soir. Et dans le futur, notre optique, effectivement, Dani, c'est d'aller chercher pour chacun des sous-sujets de la maladie du myélome, aller chercher des patients, voir des témoignages pour justement aller récolter cette information-là. Mais comme tu l'as dit également avec les pages Facebook de chacune des régions, là, ce soir, je réalise probablement, vu qu'on est dans une session en français, on a beaucoup des gens du Québec, mais probablement aussi de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, par exemple. Euh, donc, les différentes pages des différents groupes, soit les groupes de soutien ou les groupes un peu plus général de Myélome Canada, à ce moment-là, il y a beaucoup d'échanges entre les patients et des questions qui sont posées et puis l'échange d'expérience finalement de chacun qui est très utile pour quelqu'un qui souhaite éventuellement avoir une greffe et qui veut avoir plus d'informations. Docteur Roy, vous êtes du HMR, donc à Maisonneuve-Rosemont. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut recevoir une allogreffe? Ben, en fait, le rôle de l'allogreffe dans le myélome multiple, c'est un rôle qui évolue et avec tous les agents maintenant disponibles, notamment avec les anticorps monoclonaux, avec les CAR T-cells qui s'en viennent, etc., on se re-questionne sur le rôle de l'allogreffe pour les patients qui ont un myélome multiple. Alors, Dani avait participé à un protocole de recherche qui avait été mis en place par mon collègue, Dr. Richard Leblanc et moi-même, il y a maintenant déjà plus de 8 ans. Et à ce moment-là, ce qu'on essayait de faire, c'était d'offrir de l'allogreffe à des patients qui avaient des marqueurs de moins bon pronostic ou à des patients qui sont jeunes. Parce que l'espérance de vie, malheureusement, des patients qui sont plus jeunes, c'est celle qui est la plus altérée à cause de la maladie. Et actuellement, avec les données qu'on a, il y a quand même, je pense, une place pour l'allogreffe pour des patients qui sont jeunes et qui ont effectivement des facteurs de moins bon pronostic. Et quand on dit jeunes, je pense que c'est surtout les patients qui ont moins de 50 ans et qui sont en bon contrôle de leur maladie, c'est-à-dire qui n'ont pas de traces de maladie dans leur moelle, qui sont probablement les patients qui ont le plus de chances d'avoir de bénéfices avec l'allogreffe. Maintenant, où est-ce qu'on en fait? Bien, ça dépend un peu. Nous, on en a fait un outil de recherche. C'est-à-dire que depuis les 30 dernières années, on a essayé d'améliorer l'allogreffe pour la rendre moins toxique et plus efficace. Donc, on a développé un intérêt pour ça, justement, parce que on était un gros centre d'allogreffe et il y a 30 ans, malheureusement, à part le VAD ou le melphalan-prednisone, il n'y avait rien d'autre pour les patients avec myélome multiple. Et on se faisait référer beaucoup de jeunes patients, c'est-à-dire des patients de 30 ans, de 40 ans, 45 ans. Et là, on se disait, mais voyons, c'est pas possible qu'on ne puisse pas rien faire pour ces patients-là. Alors, au Canada, on est probablement l'un des seuls centres avec autant d'expérience. L'expérience s'est également perdue. Il y a des centres qui ont de la difficulté à la faire parce que, bon, ils n'ont pas développé, si on veut, l'expertise. Et actuellement, on essaie, et il est recommandé de faire des allogreffes lorsqu'on participe à un protocole. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer de définir justement ceux qui pourraient le plus possible bénéficier de l'allogreffe. Et les choses se compliquent un petit peu maintenant qu'on a les CAR T-cells peut-être à proximité de nous et également là, les anticorps bispécifiques. Là. Donc, il faudra voir.
Je ne crois pas que ces patients-là, malheureusement, soient guéris avec les CAR T-cells ou avec les anticorps bispécifiques. Comme dans toute chose, on les utilise maintenant plutôt tardivement. On va les utiliser de plus en plus précocement. On verra comment les choses se passent. Mais actuellement, dans notre centre, on offre l'allogreffe chez les patients qui sont de moins de 50 ans, qui ont des marqueurs de moins bon pronostic, mais qui sont en rémission complète, parce que nos chiffres démontrent clairement que si on n'a pas une rémission complète avant l'allogreffe, les chances de rechute sont très, très élevées. À ce moment-là, on peut quand même recevoir tous les autres traitements, mais il reste que l'allogreffe, ce n'est pas une partie de plaisir. Et l'allogreffe, elle paie à long terme. Elle ne paie pas à court terme. Elle est là pour le long terme. Et on a des patients qui ont été allogreffés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont actuellement sans trace de maladie et qui ne prennent aucun médicament. D'ailleurs, on a une banque de données là, qui contient plus de 200 patients qui est mise à jour annuellement, justement parce qu'on veut avoir des chiffres en temps réel. Le jour où l'allogreffe sera plus toxique ou moins utile, ben, il faudra s'en débarrasser et arrêter d'en faire. Là. OK. Donc, juste une petite parenthèse, effectivement, pour l'instant, c'est offert juste par un protocole de recherche. Ce n'est pas encore approuvé ici au Canada. Ben, c'est-à-dire qu'on le fait, nous, on le fait chez là, actuellement, on est un peu entre deux protocoles, là, mais entre-temps, bien, si on a des très jeunes patients, là, dans la vingtaine ou dans la trentaine, bien, on va s'asseoir avec eux, leur parler du pour et du contre, avec les conditions nécessaires pour que ce soit vraiment on augmente les chances là, de contrôle de la maladie à long terme. Si le patient est d'accord avec ça, bien, on y va. Puis sinon, bien, on se dirige vers d'autres thérapies. Justement, j'avais une question. C'est à partir de quel âge qu'on ne greffe plus? Là, vous parliez de avant 50 ans, mais est-ce que vraiment vous avez... Bien, en général, maintenant, les modalités de greffe, là, si on parle des autres maladies, là, parce que le myélome, c'est un tout petit pourcentage, mais pour les leucémies, les préleucémies, etc., l'âge limite maintenant, c'est 70 ans. Alors, et on fonctionne beaucoup plus avec un score de comorbidité, c'est-à-dire qu'on peut avoir 50 ans et être en mauvais état général et se voir refuser une greffe parce qu'on pense que c'est trop risqué. Puis en avoir 68 et puis avoir aucune maladie concomitante et on peut aller de l'avant avec quand même des bons résultats. C'est sûr que l'allogreffe, ça fait vieillir, ça ne rajeunit pas le reste du corps. Et puis, bon, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, là, il y a des gens qui ont été greffés à 75 ou 80 ans. Bon, c'est un système de santé différent du nôtre, là. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut accepter l'inévitable. On va tous y passer un jour. Mais actuellement, avec les différentes techniques, la greffe haploïdentique, avec les immunosuppresseurs, le sérum antilymphocytaire, le Jakavi qui a beaucoup aidé pour le contrôle de la GDH aiguë, de la GDH chronique. Si quelqu'un a 70 ans ou moins, qui est en bon état général, bien, on peut aller de l'avant. J'ai à peu près 7-8 questions. Je sais qu'on a débordé un petit peu du temps on avait prévu au départ, mais je pense que vous êtes à l'aise de continuer, Dr. Roy. À ce Oui, moment-là, on oui. peut juste poursuivre l'enregistrement. Pour les gens qui souhaitent quitter, soyez assurés que vous pourrez trouver l'information sur notre chaîne YouTube sans problème. Je vais m'assurer de passer chacune de vos questions. Donc, dans le cas où est-ce qu'on aurait des greffons qui restent en banque, est-ce que c'est possible de s'en servir pour d'autres patients? La réponse est non. La réponse est non parce que la probabilité d'avoir un patient qui puisse en bénéficier est extrêmement faible. Et on a maintenant des registres qui sont tous interconnectés et les chiffres augmentent là, vraiment au jour le jour d'à peu près 1 million de donneurs par année. C'est-à-dire qu'on doit être, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 35 millions de donneurs potentiels à travers le monde. Et donc, le donneur idéal, quand on parle d'un donneur non apparenté, c'est un jeune homme de moins de 30 ans.
Et pourquoi? Bien, parce que les études rétrospectives de cohorte ont démontré que l'incidence de GVH aigu et de GVH chronique était diminuée lorsqu'on avait un tel donneur. Pourquoi exclure des femmes? Bien, en fait, les femmes, on ne les exclut pas, mais lorsqu'une femme a été enceinte, il y a une activation du système immunitaire qui fait en sorte que l'incidence de GVH aigu est un peu plus élevée. Ce n'est pas terriblement élevé. Le risque relatif, c'est environ 1,3. C'est-à-dire que si on a 10 cas de GVH aigu en utilisant un jeune homme, ben on en aura 13 si on utilise des femmes qui ont été enceintes. Donc, des jeunes femmes jamais enceintes, ça va. Parce qu'on a le choix aussi. On a de l'abondance en général pour des donneurs. C'est vrai pour ceux qui sont caucasiens. C'est beaucoup moins vrai pour des gens qui sont non caucasiens. Et c'est là que les non caucasiens ont généralement beaucoup moins de chances de trouver un donneur dans le fichier international. Maintenant, si on avait, par exemple, donné des cellules souches autologues et qu'elles sont congelées dans un laboratoire, bien, il y a aussi des réglementations qui existent pour s'assurer de la qualité du greffon. Alors, je n'aurais pas beaucoup de difficultés à recevoir un greffon qui a été congelé ou collecté ici au Québec ou au Canada, mais si ça s'est fait ailleurs, on ne sait pas dans quelles conditions exactement, on ne connaît pas la viabilité, etc. Donc, il y a des organismes de qualité qui existent pour réglementer ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle, en pratique, c'est beaucoup plus facile d'aller dans le registre ou d'aller vers des unités de sang de cordon ou d'utiliser un greffon haploïdentique. Donc, en pratique, on ne fait pas ça. OK, parfait. Est-ce qu'on peut avoir eu une GVH aiguë et aussi une GVH chronique? Donc, je pense que Dani a répondu à cette Oui. question-là. Donc, c'était le cas. Je ne sais pas si vous vouliez commenter, Dr. Roy. Ben, en fait, oui, on peut avoir les deux. Généralement, c'est lorsqu'on a une GVH aiguë sévère qui peut se transformer en GVH chronique. On voit beaucoup moins ça maintenant avec les greffes modernes. Dans le cas de Dany, si ma mémoire est bonne, là, sans révéler de secret professionnel, c'est parce que des fois, quand on a une rougeur cutanée, ça peut être difficile de distinguer si c'est aigu ou chronique. Quand on a juste une rougeur cutanée et un petit peu de démangeaison, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Et puis à ce moment-là, des fois, on va classifier ça comme une GVH aiguë. Avec le temps, en rétrospective, on se dit, bon, ben tiens, c'était probablement plus de la chronique qui commençait de façon un peu prématurée. Donc, c'est un peu parfois difficile de le faire. Mais dans les cas, oui, la réponse à ça, c'est oui, mais dans les cas de GVH sévère, principalement. J'ai quelqu'un ici qui a été allogreffé il y a 2 ans et les lymphos ne sont pas encore contrôlés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis encore avec de la prednisone, donc est-ce que ça veut dire que c'est pas trop bon? Est-ce que vous avez un Non, non. En fait, c'est sûr que quand on a une GVH aiguë ou chronique, les médicaments qu'on prend pour contrôler vont nécessairement diminuer les lymphocytes dans le sang. Les lymphocytes, c'est une partie du système immunitaire qui est importante pour la lutte contre les infections. Et le problème, c'est qu'on n'a pas en clinique d'outils pour dire aux gens, ben voilà, ton système immunitaire, il marche à 80%. Ou toi, ton système immunitaire, il marche à 10%. On n'a pas ces outils-là. On a quelques valeurs, entre autres, il y a un sous-type de lymphocyte qui s'appelle le CD4 qu'on peut mesurer, mais qu'on ait des lymphocytes qui sont bas après une allogreffe, surtout si on a fait de la GVH, c'est normal. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien. Ça veut simplement dire qu'on est encore immunosupprimé. Est-ce que je peux rajouter là-dessus? Ça revient à ce que je disais tantôt. Il faut être patient. On ne sait pas si ça va durer 3 mois, 6 mois, 4, 5, 6 ans. Parce que comme Dr. Roy disait, puis je connais des patients qui sont toujours sur corticoïdes, à pied sur des immunosuppresseurs depuis 2, 3, 4 ans. Fait que ça peut être très long avant que le corps s'adapte et
et qu'on puisse le contrôler, puis qu'on puisse se débarrasser de la GVH et des médicaments qu'on donne. On espère tous qu'on est en 2021, 22, 23, puis qu'il y a une baguette magique, puis qu'il y a réponse à tout, puis qu'il y a tous des ordinateurs, des systèmes qui vont tous nous scanner à la Star Trek pour donner la réponse automatique. C'est malheureusement pas le cas. En 1923, on est tous décédés. En 1980, pas bien mieux. Mais aujourd'hui, on sauve beaucoup plus de patients, puis on arrive à contrôler bien plus de nos effets secondaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours un 2, 3, 4 qui vont étirer les choses pour des raisons qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qu'on aura la réponse dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. À même titre que si aujourd'hui, moi, ça a été quand même relativement difficile, mais beaucoup moins que quelqu'un en 1980 ou 90, c'est parce qu'il y a des essais cliniques. Et je veux me faire le porte-parole, le défenseur des essais cliniques, parce que le docteur Ron en a parlé tantôt. J'ai eu l'opportunité de participer au HMR 001 et de dire que j'ai pu contribuer potentiellement à améliorer la vie de quelqu'un d'autre pour les 5, 10, 15 prochaines années. Ben, c'est ça, c'est contribuer à la grande roue de l'humanité, de dire, ben, ceux qui ont été dans les années 80-90 m'ont permis, moi, à Danny Wade, en 2016, 17, 18, d'avoir des meilleurs traitements que eux. Donc, les essais cliniques, renseignez-vous mensuellement, quotidiennement, au cours de votre parcours patient, à savoir si vous répondez à des critères d'inclusion et d'exclusion. Puis, peu importe le type d'essai clinique, ça peut être, oui, un essai clinique concret sur des traitements de CAR-T, des nouveaux molécules, mais ça peut être des essais cliniques qui sont complètement, on va dire, sur la traque d'à côté. Comme j'ai parti à un essai clinique sur l'hypnose en réalité virtuelle, tout est utile, tout est connecté, interconnecté, interrelié dans l'amélioration de la qualité de vie. Et l'autre chose que je veux dire avant de terminer, au-delà des essais cliniques, c'est aussi de parler d'être donneur de cellules souches. En étant moi-même un patient qui a reçu une autogreffe non apparentée, j'ai compris ce que c'était la chance qu'on a de recevoir le don de vie de quelqu'un d'autre et non seulement d'avoir cette chance-là de continuer notre vie, mais de pouvoir dire merci à la personne qui l'a fait. Parce que souvent, on a l'occasion de pouvoir communiquer avec eux. Et c'est mon cas actuellement, et c'est un grand privilège de dire à cet être humain-là merci, mais aussi de dire aux autres, vous pouvez le devenir, nos neveux, nos nièces, nos petits voisins de 30 ans et moins. Il faut être ambassadeur de notre propre cause. Et comme docteur Roy le disait, les Blancs caucasiens que nous sommes, on a un plus grand bassin de donneurs. Et malheureusement, pour les raisons qu'on peut connaître dans les pays africains, sud-américains ou asiatiques, à cause des systèmes politiques, à cause que les hôpitaux n'ont pas les infrastructures pour assurer la qualité ou faire les prélèvements et même communiquer l'information. Mais dans tous nos pays européens et nord-américains, il n'y a aucune raison que la population d'origine noire ou asiatique ou latino-américaine soit pas interpellée. On a tous les bassins mondiaux des populations à Montréal ou à Toronto, ici même. Donc, tous les haplogroupes de l'humanité se retrouvent dans une seule ville. Donc, il faut vraiment faire euh, la promotion et d'encourager les gens à donner autant qu'on le fait pour du sang ou du lait maternisé ou ces choses-là. Donc, soyons, voyons, faut prêcher pour notre propre paroisse, comme on disait, ben c'est ça, soyons des ambassadeurs, autant pour nos essais cliniques, garder nos cerveaux ici, encourager la recherche qui est faite sur place et sauvons plus de vies comme Dany et tant d'autres qui sont ici ce soir. Un beau mot, merci Dany. Important de le rappeler. Oui. Parfait. On va passer à la prochaine question. Quand on a une autogreffe et une allogreffe, est-ce que c'est possible de passer par le CAR-T? Je sais que vous avez parlé tantôt brièvement du CAR-T. Oui, ouais, ben en fait, s'il y a une rechute après une allogreffe, oui, il y a des études qui sont en cours qui démontrent que les CAR-T semblent sécuritaires. Donc, ce ne serait pas une contre-indication à condition que la rechute soit plus de 6 mois après l'allogreffe. Les grandes douleurs aux articulations peuvent être alors grandement dues au myélome après avoir eu une allogreffe. Ben, en fait, s'il y a des douleurs, ça pourrait ne pas être dû au myélome aussi, parce que s'il y a une GVH articulaire qui s'installe, puis parfois ça peut être le cas, ça peut donner des douleurs au niveau des articulations et non pas au niveau des os. La présentation est différente.
Donc, faut faire vraiment un questionnaire puis un examen physique soigné. Et on peut faire des investigations aussi pour voir si c'est une atteinte osseuse ou une atteinte articulaire. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a aussi une population de gens qui survivent plus longtemps, puis ils peuvent développer de l'arthrose aussi, comme toute bonne personne qui vieillit. Donc, il y a un questionnaire, puis un examen physique avec une investigation à faire pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais on ne peut pas conclure que c'est le myélome nécessairement. OK, parfait. Par rapport à la médication, j'ai une question dans le fond. Comment est-ce que le médecin peut déterminer si c'est le bon temps de retirer la cortisone ou le tacrolimus, par exemple, si on a fait une GVH de la peau, que tout semble être rentré dans l'ordre, pardon, mais qu'il y a juste une légère démangeaison, mais qu'il n'y a pas de sécheresse, ni buccale, ni oculaire. Comment est-ce qu'on s'y prend de Bien, ce côté-là? premièrement, c'est une très bonne question parce que ça, c'est l'art de la médecine. Oui. Alors, vous mettez 5 médecins greffeurs dans le même bureau, puis vous présentez le même patient, puis vous leur demandez d'écrire le plan, puis vous aurez des nuances quand même qui peuvent être assez importantes. Il y a des grands principes qui dépendent, en fait, En fait, généralement, c'est parce que le problème, c'est que si on sèvre trop rapidement, il peut y avoir des rechutes, des symptômes, des signes. Puis si on y va trop lentement, bien, on va collectionner des effets secondaires. Alors, la vertu est dans le milieu, comme disait mon ancien professeur de philosophie. Il faut donner suffisamment de temps, et là, on parle généralement de 5 à 6 mois, aux médicaments de donner ce qu'on appelle un plateau clinique, c'est-à-dire qu'on contrôle le plus possible les symptômes. Et là, de commencer à sevrer doucement. Et là, ben, il y a des médecins qui sont un peu plus agressifs que d'autres, qui vont y aller un petit peu plus rondement que d'autres. Mais là, ça se fait vraiment à l'écoute du patient, puis au questionnaire, à l'examen physique. Donc, il n'y a pas une recette miracle pour répondre à cette question-là. Ça dépend franchement de chacun. Et ça dépend aussi de la tolérance des effets secondaires. Mais en pratique, généralement, les médecins vont essayer de se débarrasser assez rapidement de la prednisone et si les symptômes reviennent, bien, de changer pour d'autres choses, pour justement avoir... Parce que de tous les médicaments, c'est la prednisone qui est la plus toxique. Vous parlez, là, dans le fond, de l'approche de certains médecins par rapport à d'autres, s'ils sont plus agressifs ou moins agressifs dans la façon, s'il y en a qui sont plus axés sur la recherche, d'autres plus sur le terrain. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la récidive du VGH? Bien, c'est-à-dire que en général, dans les centres de greffe, c'est protocolisé. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne veut pas se retrouver avec toutes sortes de traitements un peu erratiques d'un patient à l'autre et analyser les résultats, parce qu'une des choses qu'on fait dans les milieux universitaires, c'est de collecter des données pour qu'on puisse évaluer ce qu'on fait. Et ça, c'est très important parce que on a envie de connaître nos taux de mortalité, nos taux de rechute, nos taux de complications. Et ça, on est inspecté régulièrement par différents organismes de qualité. Il faut produire ces résultats-là. Donc, c'est un, intéressant et deux, c'est utile. Donc, lorsqu'on a des traitements contre la GVH aiguë ou la GVH chronique, on va faire ça de façon la plus protocolisée possible. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, 7 jours de Solu-Médrol ou de cortisone intraveineuse 2 fois par jour. Au bout de 7 jours, s'il y a une amélioration complète, OK, sevrage en 11 semaines. Après ça, si c'est stable, il y a un plateau, on attend encore un petit peu plus. Si ça se détériore à partir du 5e jour, on ajoute tel agent. Si ça continue à se détériorer, on ajoute tel agent, etc. C'est un peu la même chose, mais avec un peu plus de flexibilité au niveau de la GVH chronique. Mais c'est certain que, comme dans toute chose, l'expérience est importante. C'est-à-dire que le fait d'avoir vu, je pense qu'on est meilleurs médecins si on a vu 300 cas de GVH chronique que si on en a vu 10. Pas parce que le médecin qui en a vu 10 est moins intelligent, c'est simplement l'expérience, puis c'est vrai pour toute chose. En médecine comme dans tous les métiers.
On parle de GVH aigu, chronique. On n'a pas beaucoup adressé le j'ai pas eu de GVH du tout. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un Oui, 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 pourcentage tout à fait. quelconque qui est intéressant Oui, à communiquer? oui, oui, tout à fait. En fait, la plupart des gens qui développent de la GVH chronique n'ont jamais fait de GVH aigu. Alors, il y a quand même ça. Et d'autre part, oui, il y a des patients qui n'auront, en fait, si on dit là, que la GVH aiguë de grade 2 à 4, celle qui est significative, celle qui demande des stéroïdes par la bouche ou intraveineux, ça tourne aux alentours de 30%. Et la GVH chronique modérée à sévère, qui requiert aussi des traitements systémiques, est aux alentours de 30 à 40%. Ben, si on fait le calcul, c'est des chiffres qui ne se recoupent pas nécessairement. Donc, il y a au OK. moins le tiers des patients qui auront ni un ni l'autre, je dirais. OK. Ouais. Et ça ne les met pas nécessairement à plus haut risque de rechute. Parce que des patients, des fois, qui rentrent dans le bureau et qui disent, Mon Dieu, je n'ai pas fait de GVH chronique. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais nécessairement rechuter? La réponse à ça, c'est non. Ça dépend de la maladie, ça dépend de plein d'autres facteurs qui font en sorte que c'est difficile d'interpréter. Puis on ne crée pas de GVH, sauf sous protocole de recherche. Par exemple, on peut donner des lymphocytes du donneur après la greffe pour essayer d'augmenter l'effet anti-tumoral. Puis secondairement, ça peut avoir comme effet secondaire de créer de la GVH, mais on ne crée pas de GVH comme tel. Vous parliez tantôt qu'il fallait être, dans les critères d'admission, il fallait être en rémission totale pour y avoir accès. Quelqu'un qui serait jeune, par exemple, qui aurait déjà eu une rechute et serait entre deux rechutes, par exemple, pourrait être éligible à ce moment-là. Non, Non, pas du tout. non, parce que les résultats, malheureusement, ne sont pas bons. Les études, les Américains le font encore, les Européens parfois. En fait, les patients qui rechutent, lorsqu'on les allogreffe, on peut contrôler la maladie pendant un certain temps, mais il y a inévitablement d'autres chutes qui vont suivre. Et il y a très, très peu de patients qui vont avoir des rémissions à long terme. Le but de l'allogreffe, c'est la guérison. C'est pas d'avoir une ligne de traitement de plus, c'est pas d'avoir une prolongation de la vie, euh, parce qu'il y a un taux de mortalité qui est associé d'environ 5% maintenant. Et donc, si on ne vise pas la guérison, il y a d'autres thérapies qui sont tout à fait similaires, qui vont avoir des taux de mortalité beaucoup plus faibles. Donc, les conditions, en tout cas dans notre centre, les conditions pour avoir une allogreffe, c'est d'avoir moins de 50 ans, d'être en rémission complète numéro 1, ne pas avoir de traces de maladie nulle part, ni dans la moelle osseuse, ni dans le sang, d'avoir un bon donneur et d'avoir peu de comorbidité. On a une échelle pour grader ça également. Mais au-delà de ça, je pense que ça ne vaut pas la peine parce que là, si on se retrouve avec une GVH aiguë sévère, puis que le but, c'est pas la guérison, c'est pas, on vient de pourrir la qualité de vie de façon majeure, là. Et puis, on a d'autres molécules qui s'en viennent. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est trop risqué. Le coût est trop élevé pour les bénéfices. Je crois qu'on y est parvenu. Oh, il me reste une toute dernière question. Je pense qu'après ça, on va clore. On a quand même eu une bonne session de questions de 40 minutes. Merci d'être resté avec nous. Quel genre d'autres cancers secondaires peuvent apparaître après une allogreffe? Bon, ça, c'est une autre bonne question parce que malheureusement, les cancers secondaires ne sont pas limités à l'allogreffe. Et on le voit aussi après une autogreffe, on le voit aussi chez des patients qui n'ont pas été autogreffés et qui ont été traités avec différents traitements contre le myélome. Donc, c'est surtout des cancers de la peau. Mais les cancers peuvent survenir, en fait, dans tous les organes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on demande aux gens de se protéger du soleil en mettant des écrans solaires, là. Un, parce que ça peut provoquer la GVH, mais aussi à long terme, ça peut favoriser l'émergence de cancer de peau. Deuxièmement, on demande aux gens
de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer. C'est une raison, dans notre sens, c'est une raison primordiale pour être greffé. Pourquoi? Parce que si on continue à fumer post-allogreffe, on augmente de façon très importante les risques de cancer du poumon. Donc, tous les organes peuvent être atteints, mais généralement, c'est surtout des cancers de peau, du poumon, du sein, du côlon, d'où l'importance de maintenir une bonne hygiène de vie avant l'allogreffe et après l'allogreffe aussi. Très bon point. Et j'ai plusieurs commentaires, Dr. Roy, sur le fait que vous êtes très intéressant, toujours aussi clair dans vos explications. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous expliquer l'allogreffe et les complications qui peuvent en découler, mais de donner l'information comme ça pour bien informer les patients, prendre un choix éclairé, dans le fond, sur leur processus avec le myélome. Donc, c'est important pour les droits des patients, dans le fond, c'est important d'être bien informé, de pouvoir prendre action dans son propre processus de traitement avec son médecin. C'est très important. Je pense que Dany est un bon porte-parole de ce côté-là aussi. Donc, merci beaucoup pour ce soir. J'invite tout le monde, dans le fond, à revoir cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, ça me fera plaisir de les acheminer soit à Dany ou à Dr. Roy pour un peu plus d'explications. Et comme je vous dis, il y a un infofeuillet qui sera créé dans les prochains temps pour vous donner un résumé de l'information côté papier que vous pourrez revoir. Et tantôt, Dany parlait d'informations sur les essais cliniques. Nous avons à Myélome Canada plusieurs infoguides que vous pouvez aller voir électroniquement ou en copie papier que vous pouvez nous demander à contact@commercialmyelome.ca. Et sur notre site, vous pouvez les visualiser de façon électronique et il y a un outil sur la recherche clinique qui vous donne plus d'informations et il sera mis à jour, l'infoguide, dans les prochains mois. Vous pourrez le voir, mais de toute façon, il est déjà disponible en ce moment si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, je vais clore pour ce soir. Merci beaucoup de votre temps. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec le HMR et plusieurs spécialistes en myélome. Merci beaucoup de vous être joints et un grand merci à Dany pour avoir partagé ton expérience. Je vois des commentaires des patients aussi qui sont très contents d'avoir eu la chance de t'avoir avec nous ce soir. Donc, je vous dis merci et à la prochaine. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Au Merci revoir. tout le monde. Au revoir.